On va reprendre là donc sur la présentation de Nicolas, donc de Nicolas Chevalier, donc sur le projet point de repère pour l'architecture d'entreprise au service des projets agiles. Donc Nicolas Chevalier de l'UNDO, donc qui a piloté ce projet. Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, l'idée là, c'était de vous parler de ce qui a pu être conduit cette année sur le sujet agile, sachant que notre ambition était d'être dans la pratique cette année. Et alors, on n'avait pas eu une ambition démesurée, mais on voulait être dans la pratique et on voulait notamment potentiellement choisir 3 pratiques qui nous semblaient particulièrement adaptées à l'agile dans nos pratiques d'architecture, de les explorer, si possible en entreprise, et d'en tirer quelques enseignements. Alors, avec le Covid, on n'a pas eu le déroulé un peu escompté, notamment l'aspect exploration et atelier de mise en pratique a été limité à la première pratique qu'on a fait avant le confinement, qui était Domain Driven Design. Pour les autres, du coup, on s'est appuyé sur notamment ce qu'on a pu traiter en mardi de l'Urba, sur ce qui était une pratique intéressante de Doc as Code que nous a présenté la Société Générale, et une autre pratique de Scoping 360 qui est là quelque chose que nous a présenté Michelin sur la façon d'envisager l'architecture comme un des sujets d'un questionnement d'ensemble sur comment faire évoluer un produit SI. Et donc ça, c'est une pratique qui a été développée avec Michelin, sur lequel on a capitalisé, parce que effectivement, pour traiter du sujet et construire les solutions de demain, on a cette conviction. On avait d'ailleurs fait un mardi de l'Urba autour de ça, qui rejoint une conviction de continuous architecture, que nos méthodes et nos process un peu historiques autour de l'architecture va pas nous permettre de répondre et de construire les solutions de demain qui se veulent sans doute plus agiles et plus facilement et plus flexible, hein, et plus ouverte, et plus réactive, et plus. Et pour construire et rentrer dans ce SI de demain et dans ce monde où le digital prend de plus en plus d'importance, eh ben, il faut sans doute revoir notre façon de traiter le sujet architecture. Alors, pas que le sujet architecture d'entreprise, mais le sujet architecture au sens large. Et donc, on a initié avec Michelin et la Gluendou une réflexion sur comment faire évoluer ces process et ces méthodes il y a 1 an et demi. Et donc, on a formalisé des éléments, et ça, il se trouve que ça fait écho directement, et c'était aux travaux que mène l'Open Group en ce moment sur l'adaptation du framework agile à l'architecture. Et donc, on a décidé quelque part de travailler en commun, hein, avec les membres de l'Open Group qui travaillaient là-dessus pour lancer cette initiative Open Source Continuous Architecture. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition de tout à chacun nos idées sur comment adapter l'architecture au monde de demain, hein. Donc, c'est ouvert, c'est en GitHub. On a un certain nombre à date de posters et demain d'éléments explicatifs et de sites web qui vont partager le plus largement possible la façon dont on pense que l'architecture doit être conduite demain. Alors, pourquoi je vous en parle là? C'est qu'on est justement dans Continuous, dans une logique très pratique, c'est-à-dire c'est quoi le toolkit d'architecte un peu de demain, et ça fait directement écho donc aux travaux du club cette année, et vu notre difficulté à tenir des sessions d'exploration en entreprise, ce que j'ai proposé, ce que je vais vous soumettre là, c'est en fait une formalisation des thématiques qu'on a travaillées au club, hein, que j'évoquais tout à l'heure, dans le format Continuous Architecture, parce qu'on a effectivement dans ce modèle open source un peu défini un cadre de formalisation des pratiques. Et donc, dans ce cadre-là, notamment, on a fait des fiches types, hein, que vous voyez là. Et donc, sur le premier sujet qu'on a travaillé au club, là, je vous présente directement la fiche qui est en cours de consolidation, construction, notamment avec les pros du DDD en France, hein. Vous avez peut-être vu dans les mainteneurs de Continuous,
un acteur qui est Jérémy Grodzicki, qui est l'animateur du club DDD en France. Et donc, avec Jérémy, on va faire évoluer ça. Hein. Là, c'est un peu mon travail et sur la base, et je remercie des participants, hein, mais du club Urba. On avait fait une session en février avant le confinement sur DDD. Fort de cette session-là, fort un peu des travaux qu'on a pu conduire avec Lugundou, on a commencé à formaliser ça. Donc, on va la consolider, la faire vivre avec notamment les produits DDD. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, hein, dans cette logique repère pratique? On est vraiment dans le thème. On essaye sur déjà une page, donner un peu une vision de qu'est-ce que DDD, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Hein. C'est pour donner des repères. Ça ne se veut pas complètement par rapport à l'état de l'art nécessairement DDD et aux ouvrages de référence, notamment ceux d'Eric Evans qui était à l'origine il avait écrit un livre qui a structuré quand même l'approche des DD, mais depuis qu'a vécu et qui a été mis en œuvre dans les entreprises, peut-être avec aussi des logiques qui dépassaient ce que Eric Evans avait imaginé en 2003. Et donc, l'idée de cette fiche, c'est comme dans Continuous globalement, c'est de donner des points de repère pour les architectes et les équipes qui veulent, par exemple, sur cette pratique DDD, essayer de la mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver en haut le premier pavé, il faut le voir dans une logique toujours un peu continuous, hein, c'est de se dire on a toujours, et autour de DDD, c'est particulièrement le cas, des choses à revoir. Mais il y a quand même une étape 1 qui est d'être au clair sur ces challenges d'architecture avant de se lancer dans DDD. Et quand on y a travaillé dans le groupe de travail du club, c'était assez clair. Globalement, DDD, c'est quoi? C'est utile, hein, quand on veut développer une approche service ou une approche produit. Hein, et construire notre organisation, business IT, dans cette logique produit, et passer d'une logique projet à produit, DDD, c'est vraiment une approche, et d'ailleurs pas un process. Hein, c'est un peu c'est elle-même, DDD, il faut le voir comme une toolbox, une approche. Ça va aider. Ça va aider, pourquoi? J'y reviendrai après, mais ça va aider à découpler le SI, à le découper. Et puis, ça va aider aussi à prendre et à traiter les décisions d'architecture en ligne avec les objectifs business. Et notamment quand on est c'est ce que je mets à gauche là, dans des environnements qui sont complexes, et on a un défaut d'alignement business IT ou même entre architectes ou avec les équipes, là, ça va vraiment être utile de peut-être utiliser des briques de DDD pour remettre et reprendre de la maîtrise et prendre des décisions sur le SI qui sont vraiment alignées avec les objectifs business et la structuration business. Donc ça, c'est vraiment les cas qui nous semblent vraiment un peu le pourquoi. Si vous n'êtes pas encore lancé, vous pourriez vous lancer dans des DD. Si vous voulez aller vers du service et produit et si vous voulez maîtriser des décisions d'architecture, on pense vraiment que c'est intéressant. Alors, comment on fait? Étape 2, et c'est lié à DDD, même si, parce qu'avec les praticiens se sont rendus compte que repartir des événements et faire de l'event storming, business IT architect, pour un peu recomprendre comment les chaînes fonctionnent autour des événements, ça avait du sens. Hein. Et donc, il y a les étapes 2 et 3, des fois, certains le font dans l'ordre inverse que ce que j'indique là, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même d'être au clair sur le langage, et on en parlait avec la data tout à l'heure, c'est DDD, c'est de se dire, voilà, j'ai un terme qui peut être, je ne sais pas, aussi vague que client et aussi valise que client, mais aussi précis qu'une autre. En tout cas, j'ai des termes métiers et des termes que je retrouve dans mon code qui potentiellement sont désalignés. Et ça peut poser question parce que ça peut poser des questions d'incompréhension. Donc l'idée centrale de DDD, c'est de rendre le langage omniprésent. Hein. Ubiquitous, ça ne veut pas dire le rendre moins ambigu, ça veut dire le rendre omniprésent. C'est-à-dire que tous les acteurs, tous les stakeholders ont la même compréhension et adhèrent aux termes qu'on a définis quand on fait une opération DDD. Et l'idée, quelque part, des bounding contexts dans DDD, c'est de se dire, il y a eu des présentations au club il y a 2-3 ans, j'ai fait venir des gens justement du club DDD qui nous avaient évoqué que, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, certains étaient là, autour du livre,
le livre, quand on est un libraire ou quand on est imprimeur, c'est pas la même chose et qu'on gère pas les mêmes données et le même modèle de données et on utilise derrière des mots des choses différentes. Donc ça, c'est à chaque fois des bounding contextes et c'est important de bien identifier des bounding contextes basés sur les métiers et potentiellement les événements qu'on a travaillé dans l'event storming, de façon à derrière découpler le SI et avoir des éléments finalement de simplification dans notre façon de traiter le sujet de l'architecture, parce que il faut bien trouver des axes de découplage et de gestion du SI. Donc ça aide, l'identification des bounding contextes en passant par le langage. Et ça va nous aider notamment à définir notre stratégie de couplage et de découplage entre les bounding contextes. Et donc là, DDD aussi, des patterns d'intégration, qui vont nous permettre d'être dans des logiques de open host, de noyaux partagés, de partenariat, ou de mettre des interfaces ou des logiques d'APIisation entre les contextes, en tout cas, et de clarifier la façon dont deux domaines vont travailler entre eux. Et après, dans DDD, ça c'est ce qu'on appelle la part stratégique de DDD, que souvent sont utilisés par les EA. Je pense qu'on a des acteurs de BNP ou de la Société Générale ici qui mettent ça largement en pratique, mais c'est maintenant chez Michelin par exemple aussi, pour clarifier la dimension stratégique et la logique de découplage et assurer un certain alignement business IT architect. Ça c'est la partie droite. Et la partie gauche, et là il y a un pape de l'architecture, de design, Rob Allen, qui notamment a donné quelques indications en continuité de ce qu'avait qualifié Eric Evans, mais mis au goût du jour, en disant ça va nous aider en considérant des éléments tels que les entités, les objets valeurs, à modéliser correctement chacun de nos domaines, dans une logique un peu frugale de modélisation. On n'est pas à essayer d'anticiper sur le modèle de demain, mais à plutôt être dans une logique frugale. Et surtout, ce modèle-là, frugal, de ne pas le mettre au niveau applicatif ni infrastructure, mais de ne pas mettre la complexité métier là et de la maîtriser, l'endroit où on va mettre la complexité en termes de design des solutions. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle tactique de DDD, qui fait sa popularité, qui fait que aussi, et que les développeurs en craftsmanship, ça le vend en poupe quand même, parce que ça permet ça, notamment dans les logiques microservices ou architecture hexagonale, ça aide dans la façon dont on modélise et on design nos solutions. J'avais une question, si c'est possible de répondre. Bien sûr. Sans prendre trop de temps. Dans quelle mesure le découpage du SI, là, selon DDD, rejoint ou ne rejoint pas un découpage selon un poste fonctionnel? Ça peut tout à fait. Le sujet là, c'est le poste, il est quand même souvent un peu traité dans une logique top-down, même s'il y a un dialogue. Là, c'est vraiment repartir du langage pour aider à lever les ambiguïtés. Et on lève toutes les ambiguïtés de langage. Quand je parlais du client ou du livre, c'est de se dire, attendez, quand on parle d'un livre, quand on est libraire ou quand on est imprimeur, ça ne veut pas dire la même, ou quand on est lecteur, c'est potentiellement des endroits où on parle d'un même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on essaye au travers des bounding contexts, d'avoir un découpage par le langage, parce qu'on y met, donc du coup, par le sens métier, par le sens. Et donc, alors que dans le poste, on fait des choix par cette vision fonctionnelle de découpage macro, alors qui est potentiellement dans une logique de mutualisation ou de généricité par rapport à des fonctions et services. Il peut se trouver que ça matche, mais quand même, on ne part pas du même postulat d'entrée, quoi, dans le découpage. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très bien. Donc, en fait, dans Continuous, et ça, c'est encore pour certains de construction, je vais travailler avec Jérémy, avec le club des DD, on va essayer au-delà de ces fiches un peu d'ensemble, donner des éléments là, je n'ai pas repris, mais de Key Success Factor. Alors, DDD, c'est rendre, par exemple, la communication et le learning au centre de tout, entre le business et l'IT, pour qu'on parle le même langage. L'idée, c'est vraiment que les codeurs et le business, quand dans le code, on ait les mêmes mots. Quand on parle un livre dans le code, ça veut dire la même chose que c'est le livre du libre. On a un code qui est beaucoup plus
en lien avec le business, hein, c'est la finalité quand même, quoi, une des finalités. Mais ça veut dire que aussi, par exemple, dans les cases SuccessFactors qu'on avait souligné là dans notre session du club, c'est que on est bien les bonnes parties prenantes quand on se lance dans l'opération DDD, hein, et pas que les architectes avec quelques personnes de l'IT. Non, il faut vraiment que le business soit là. Autrement, vous avez des chances de sortir des choses qui vont potentiellement être déconnectées et on a loupé l'alignement. Ça, c'est des éléments sur le premier DDD. Le deuxième, je pense que vous étiez là le 13 octobre pour certains, la Société Générale nous a parlé du Doc as Code. Doc as Code, là, vous le trouvez à l'étape 3. C'est en fait une façon de gérer la documentation par les équipes et par les architectes au plus près du code. Et ça, c'est important parce que notamment, c'est une façon, au travers d'ailleurs des process qu'on pourra revoir juste derrière de edit, commit, generate, de s'assurer que la doc, elle est toujours à jour par rapport aux versions de nos systèmes. Et ça nous permet dans la doc, notamment les décisions d'architecture ou de design, on pourrait dire à ce niveau-là, qui sont prises, de les avoir au plus près de la documentation. Donc le doc as code, c'est quand même quelque chose qui se pratique et ça permet dans ce logique continuous architecture aussi de rendre autonome, sous peu qui documentent proprement les choses, les équipes sur l'aspect choix de design, hein. Maintenant, moi, je l'ai essayé de resituer dans une logique plus large, parce que la documentation, il n'y a pas non plus que le doc as code. Et étape 1, pour moi, c'est être au clair sur qu'est-ce qu'on doit documenter et pourquoi. Et là, je vous ai déjà présenté IDEA, qui est un peu ma vision des cycles SI importantes dans lesquels les architectes peuvent avoir un rôle, de l'exploration à l'œuvre digitale, au build, à l'intentionnel, à la stratégie, à la transformation et aux opérations business dans lesquelles le SI voilà, a un rôle derrière. Et ben, dans tous ces cycles-là, potentiellement, il y a des choix de qu'est-ce qu'on doit vraiment documenter. Et je pense qu'il ne faut jamais être surdocumenté, mais il faut avoir les éléments intentionnels, nos principes, nos de A qui sont, faut les documenter et les rendre disponibles. Il faut qu'au niveau du build, il y a un certain nombre, on en parle là, de potentiellement avec le doc as code qui soit fait. Au niveau des offres digitales, est-ce qu'on parle de stratégie plateforme, il faut expliciter ce que ça veut dire. Voilà. Dans les phases de transformation de programme projet, on a potentiellement aussi de la doc à produire qui va aider les équipes à s'aligner et travailler. Donc, il y a une question qu'on a élargie de doc as code à continuous documentation, vous voyez à droite, qui est de se dire qu'est-ce qu'on doit documenter globalement, et notamment donc sur l'aspect intentionnel, qu'est-ce qu'on documente. Et là, DDD qu'on vient d'évoquer peut avoir un intérêt pour avoir un cadre général, c'est un peu le nouveau POS, les data models, les rôles, et derrière data model, il y a tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, les thésaurus et autres qui peuvent avoir un intérêt. Et puis, il y a derrière le doc as code, et après, il y a qu'est-ce que sur un produit, si on se met dans une logique, on ne fait pas de l'architecture projet, mais l'architecture produit, qu'est-ce qu'on documente, et notamment en termes d'architecture délivrable. Donc là, dans Continuous, on a aussi un peu mis, et c'est en train d'être travaillé avec l'Open Group, des chapitres qui sont potentiellement importants d'avoir dans l'absolu. Après, selon les produits, on ne va pas tous les documenter, dans une logique de frugalité. Et sachant que donc là, il y a d'autres choses qui vont être des choses qu'on veut particulièrement parce qu'il y a des enjeux derrière, ça justifie et ça étaye des décisions ou ça donne des vues qui sont nécessaires pour bien gérer l'évolution du SI ou transmettre entre les équipes des choses qui vont au-delà de ce qu'on va mettre dans le doc as code, ou en tout cas qu'il faut capitaliser et consolider. Donc ça, c'est l'étape 4. Et puis, il y a tout ce qui est autour du 5, qui est de se dire la doc, elle a du sens que si elle est connue, et on organise une logique de learning autour de cette doc. Et donc, c'est comment on l'organise et pourquoi. Donc, le continuous documentation, voilà ce qu'on pense. On pense notamment donc cet aspect doc as code qu'on a vu au club par le retour de la Société Générale, que c'est effectivement une bonne pratique et il faut le lier aux décisions et aux architectures decision record, et notamment selon le format de Michael Nygaard,
Ça, c'est vrai que il a réfléchi au juste nécessaire dans la documentation des décisions d'architecture, et je pense que c'est une très bonne pratique que de rester dans ces 5 items quand on traite d'une décision. Et puis, il y a les différentes façons de faire du doc as code, et notamment de le faire en même temps ou le faire en parallèle à l'encodage, ou vraiment en même temps que le développement du code. Ça, c'est deux approches différentes, un ou deux. À l'ASG, ils ont des convictions, par exemple, mais ça, c'est à chacun de voir comment on lit le code quand je vous évoquais mais ça c'est vraiment under review, hein, mais l'idée des livrables d'architecture, c'est en repartant des décisions, hein, c'est l'arbre, la racine de mon arbre, c'est de se dire quels sont les chapitres et qui doit y contribuer, hein, chez les architectes et les équipes à ces différents chapitres, dans une logique de maintien des connaissances et aussi d'expliciter, pardon, et ben voilà ce qu'on a fait en architecture. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette deuxième dimension qui est que là, j'appelle Continuous Documentation, donc qui va un peu plus loin que le doc as code, qui, vous le voyez, est en under construction, under review, et ça donne un peu, et l'objectif, hein, c'est d'avoir un peu une big picture et une trame de questionnement pour faire la bonne documentation d'architecture. Pas de questions particulières? OK. Alors, je vais aller sur la troisième pratique qui est le scoping 360, où là, vraiment, l'idée, c'était présenté par Michelin et on l'a travaillé là depuis un an, c'est de se dire comment conduire et faire nos choix d'architecture quand on veut être justement dans une architecture plus agile, où on va faire vivre des produits, et notamment avec leur dimension digitale SI, de l'idée jusqu'à leur décommissionnement, bah, comment, par moment et potentiellement à leur grande release, on va aborder le sujet de l'architecture. Alors le sujet, bien sûr, on l'aborde déjà dans une logique de essai-erreur et en tout cas d'hypothèse dans nos choix d'architecture qu'on va essayer de valider le plus vite possible ou le plus vite ou à bon escient pour faire des choix plus structurants. Donc là, il y a vraiment déjà un premier message qui est autour de gérer vos architectures par hypothèse, hein. Et puis, vraisemblablement, bah, une des pratiques qu'on a développées, c'était de se dire il faut qu'à certains moments clés de l'évolution du SI, pour des grands produits ou pour des produits, il faut avoir une vision 360 qui passe par une clarification, un alignement des équipes business IT architectes autour des visions, des problèmes à résoudre, du risque, de l'organisation dans une logique de reverse Conway, hein, de la loi là, quand même, qui veut et qui, je pense, est reflétée tous les jours. Et la force de cette loi, c'est que maintenant qu'elle a été énoncée, c'est que ça nous paraît une évidence, mais ça l'était pas à une époque. C'était de se dire que la façon dont on s'organise d'un point de vue SI, le SI qui va en découler va être directement refléter la façon dont les équipes sont organisées derrière, et notamment les niveaux de couplage et de découplage tiennent à la façon dont on a construit les équipes. Et donc ça, c'est quand même des éléments où maintenant on voit bien son importance, et donc il faut le traiter en tant que tel, et dans les scoping 360, on préconise de les traiter. Le framing des produits, le revue de l'architecture et des choix d'architecture liés au run, hein, et l'operability review, le design des produits et derrière la planification. Donc ces éléments de scoping 360, dans Continuous Architecture, là, et là, on voit bien que c'est architecture, on le prend au sens large, hein, on ne s'arrête pas à l'architecture SI, on est aussi l'architecture, potentiellement la business architecture. On essaye d'organiser, et là, les architectes ou les équipes sont à la manœuvre en termes de facilitation, avec un certain nombre d'éléments et de livrables, lors de ces phases-là, scoping 360, par exemple, chez Michelin, on le fait dans des sessions de 3 semaines. Hein. On va s'aligner et conduire et produire des choses en termes de vision, de problèmes à résoudre, de risk management, de team organization, de product framing, hein, que je vais évoquer là, et ces différents éléments que vous avez vus dans la grande route, jusqu'à ce qu'on puisse, avec les sponsors et business et SI, partager l'ensemble de ces éléments dans une cérémonie, sachant que ce qui est important, c'est que là, les architectes soient vraiment au service des équipes dans la reconduite de leur scoping.
Là, vous voyez la vision un peu complète. Bah voilà, nous on a essayé de formaliser. Et puis bah là, par exemple, Michelin a conduit sur une trentaine de sujets à date, et je pense que la valeur est prouvée. Voilà. Donc moi, je voulais m'en arrêter là pour laisser un peu de temps pour les questions-réponses. C'est sûr qu'autour de Continuous, pour dire les choses, parce que là, on a parlé de 3 pratiques, hein. Alors, scoping est un ensemble de pratiques, hein, mais qui est conduit à des phases clés du projet et qu'on veut faire vivre avec une communauté la plus large possible, toutes ces bonnes pratiques, on va dire. Ben, on offre, et c'est là où il y a une petite enquête, parce qu'on est toujours un peu à chercher ce que potentiellement les architectes peuvent attendre, hein, d'une approche comme Continuous. Ben, on offre en tout cas des sessions d'awareness. On organise des sessions d'awareness d'une demi-journée qui explique un peu tout le modèle, les rôles, les pratiques, les rituels autour de Continuous qui nous semblent a priori pertinentes. On organise aussi des éléments ou des sessions, alors c'est 1 ou 2 jours, mais c'est plutôt 2 jours le bon format, où on se repose la question de où est la valeur des architectes et comment on passe de projet à produit et comment nous, architectes, on s'adapte à cette évolution-là. Ben c'est construire l'operating model de demain. Ça, c'est plutôt des sessions de 2 jours, des sessions de 4 jours là où on design vraiment la journée et comment on responsabilise les architectes et les équipes dans la mise en place de ce type d'approche d'architecture agile. Et puis, il y a tout ce qui est accompagnement des équipes d'architecture, conduite de comment on se met dans une logique de continuous improvement autour de l'architecture pour un produit ou un domaine SI donné, hein. Et puis, un élément qui est clé, qui est comment on devient des meilleurs architecture leadership et comment on devient des creative architecture leaders. Bah ça, c'est aussi des choses qu'on travaille dans l'écosystème continuous architecture avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, si ça vous intéresse potentiellement, là, parce que au-delà des fiches pratiques qui sont de toute façon à disposition, et j'avais mis je crois dans le fil de conversation, le lien vers une petite enquête pour, voilà, si vous voulez vous exprimer sur votre envie de participation ou pas, ou sur quel élément vous serez intéressé d'utiliser ou de contribuer. Juste sur le plan, là c'est une question vraiment très pratique. Sur ces 3 points de repère, quand est-ce que tu penses mettre à disposition les éléments là pour qu'on puisse les parcourir à tête reposée? Ils vont être dans le GitHub, hein, de toute façon. Dès qu'elles seront prêtes, et l'idée de toute façon c'est qu'on les fasse vivre dans le GitHub, hein, donc vraiment dans le répertoire de partager. Donc ils seront là dès qu'il y a quand même une version, on va dire, qui est complète, on va tout de suite les mettre dans le GitHub, hein. Donc c'est incessant, ça va être. Et après, elles vont évoluer. Est-ce que, je sais pas, est-ce que certains utilisent des DD? Là, je sais pas. Par exemple, si on prend la première pratique, qui a déjà conduit des approches des DD? Non, personne? Excuse-moi, Nicolas André. J'avais une question. Tout ce que tu proposes là en termes d'architecture continue, comment ça s'adapte à de petites organisations ou si tu veux, ou de trucs assez disparates, assez petits, sans gouvernance globale, je dirais? Ouais, bon, après, tu as plusieurs dimensions. Tu as des choses qui sont quand même très, je dirais, centrées sur les équipes et le fonctionnement des équipes. Des DD, ça peut se mettre en place autour d'un projet, d'un produit, indépendamment, je dirais, d'une gouvernance architecture poussée. Par exemple, hein, si je prends des DD, pareil que le doc as code, c'est plus une pratique, je sais pas, où la continuous documentation qui est pas nécessairement pour moi lié à la taille de l'organisation ou sa maturité. Après, c'est des choix plutôt, je pense. Pareil sur le scoping, par exemple, ça c'est une pratique. Je pense pas que ça soit plus grand groupe ou petit groupe sur ces 3 pratiques-là. Après, sur le modèle en tant que tel, là, je rejoins ton questionnement. Je pense que en fonction de
la taille de l'équipe d'architecture et puis son mode de fonctionnement et l'attente de valeur qu'a quand même l'organisation vis-à-vis de cette équipe-là, bah, on ne va pas tout mettre en place, hein, il va falloir être un peu sélectif. Après, là, c'est plus, je pense qu'il faut plus le voir, tu vois, comme une bibliothèque de choses possibles et après, il faut piocher dedans, hein. Et quand on est une petite organisation, bah, c'est sûr qu'on on va pas tout faire, quoi. Ok, merci, oui, c'est clair. J'ai déjà vu des boîtes assez petites qui mettaient des DD en place, hein. Ça existe, hein, parce qu'il y avait une complexité mal maîtrisée et qu'il y avait une vraie envie. De toute façon, par exemple, si on veut aller vers du microservice, ce qui n'est pas toujours souhaitable, mais qui peut être intéressant, bah, ça devient, je pense, compliqué de le faire sans des DD. En tout cas, c'est plutôt une très bonne pratique, quoi. On va peut-être devoir s'arrêter là. Donc, de toute façon, je vous invite à prendre connaissance là, prochainement là, donc de ces deux livrables, autant pour les repères sur la partie d'architecture d'entreprise en environnement agile que sur le projet diversité des approches sur la data. Donc, je pense qu'on va avoir un petit peu de lecture potentiellement à l'horizon de Noël. Je ne sais pas si ce sera la première lecture qu'on fera dans cette période-là, mais en tout cas, ça permettra de replonger un peu plus dans le détail. Ces deux sujets rentrent dans des thèmes que, à l'évidence, on va réaborder, l'an prochain. La façon dont on va les aborder est encore à préciser, mais à l'évidence, on va réaborder ces sujets en 2021. Est-ce que ce sera sous forme de chantier? Est-ce que ce sera sous forme d'ateliers participatifs? On vous précisera ça donc, comme je viens de l'indiquer là sur la journée professionnelle donc de lancement du programme 2021 est fixée au 28 janvier. Donc je vous invite à réserver dans votre agenda déjà cette journée. Espérez la faire en présentiel, je le sens quand même pas très très bien, donc ça risque d'être encore un événement en distanciel. Donc à ce moment-là, ce sera peut-être simplement sur une matinée, parce qu'on va pas se lancer sur une journée complète en distanciel. Donc je vous invite en tout cas à réserver donc ce créneau dans votre agenda. On espère bien évidemment vous retrouver tous aussi nombreux en 2021 et qu'on puisse continuer donc à avancer ensemble là, sur les différents sujets d'évolution de nos pratiques professionnelles, comme on a pu le voir là, à l'occasion de ces deux projets. Donc un grand merci à vous d'être là aujourd'hui et de votre participation tout au long de cette année. Et puis donc à très bientôt. Et c'est un petit peu tôt, mais bon, comme je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous revoir, bonne fête de fin d'année pour clôturer cette bizarre année. Et on espère donc vous retrouver en 2021.